Donc, bienvenue à notre prochaine table ronde. Quand vous avez entendu, c'est les innovations et services de sécurisation des directions financières. Et là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, toi, j'espère 4 représentants de cet écosystème qui tourne autour et qui a parlé Florian Dahl plus tôt. Et je vous donne un moment de présenter votre entreprise et l'élément que ça apporte à cette problématique à haut niveau de la globalisation. Donc, je vois que le micro est donné, donc voilà. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Merci à Finance Innovation, évidemment, de nous donner des belles fenêtres comme celle-ci. Merci surtout aussi à BPI France. Donc, je suis Cécile. Avec moi, il y a Amaury qui sera là toute la journée sur le stand. Innovatique. Alors déjà, on est assez bon élève. Je crois qu'on est adhérent à DFCG, actif, je crois. Évidemment, membre Finance Innovation. Et on a l'honneur d'avoir BPI France comme client. Notre activité, c'est quoi? En fait, c'est l'extraction intelligente de données dans les états financiers, avec cette spécificité de ces types de documents, c'est qu'ils sont à la fois assez strictement confidentiels et assez sensibles. Et il y a pas mal d'actions de démat sur ces produits-là. Et du coup, Florian le disait bien mieux que moi tout à l'heure, mais on facilite et on sécurise l'accès au prêt. Bonjour. Bonjour Frédéric. Au crédit côté banque et côté entreprise et côté prêteur et emprunteur. Et du coup, ce qu'on vous apporte, en fait, c'est un double bénéfice à la fois d'accélération dans le traitement et la récupération de ces datas financières. Effectivement, on est sur le financier, mais c'est quand même 75% souvent des reportings. Et évidemment, la sécurisation, et on l'a entendu tout à l'heure avec Arnaud de BPI France, la donnée fiable et pérenne et intègre et fraîche, c'est déjà le premier pilier. Merci. Donc, Diane. Merci, bonjour. Je suis Diane Queneau de Saint-Sulpice. Je suis directrice grand compte et de marché chez CreditSafe. Donc, CreditSafe est un acteur international dont le métier est de collecter justement ces informations, toute nature d'informations qui vont pouvoir justement être traitées et pouvoir anticiper un risque de fraude. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Thierry Arnali de la start-up Authentic Blockchain. On est accompagné par Finance Innovation et ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter notre service qui empêche la falsification des documents numériques. On s'adresse à tous les professionnels du droit et du chiffre de toute l'Europe continentale et en particulier au DAF. Notre service est fondé sur la fameuse technologie blockchain. Je ne vais pas rentrer sur le détail technique de ce genre de technologie, mais ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. La blockchain empêche de modifier ou de supprimer des informations, et c'est cette propriété qui font d'elle la technologie de la confiance qui est nécessaire au développement de notre société digitale. Et donc, Authentic Blockchain utilise cet outil pour permettre de manière automatique ou manuelle d'empêcher la falsification de documents que vous créez ou que vous recevez. Voilà. Bonjour, Frédéric Bernard. Je suis product spécialiste pour la société Comply Advantage, donc qui existe maintenant depuis 2014 et qui propose deux types de solutions principales pour nos clients, à savoir une solution de filtrage des tiers, donc associée à une base de données propriétaire que nous avons qui recense l'ensemble des listes de sanctions, PPE, presse négative, et aussi une solution de filtrage des transactions et de screening des paiements qui permet justement de mettre en place un ensemble de règles et de modèles, de scénarios pour détecter les cas de fraude et de blanchiment d'argent. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit là, je pense que le premier élément dans le combat contre ces tendances, c'est vraiment d'avoir les données qui en est sûr. Et je pense que là, tu peux nous dire quelque chose côté CreditSafe. Effectivement. L'identité de ce DAF qui, par exemple, partirait en retraite peut être utilisée pour passer
et donner des ordres dans une entreprise. Là aussi, vous devez regarder l'existence de cette personne physique, si elle est bien toujours dans cette entreprise. Et puis, nous travaillons avec des partenaires qui permettent effectivement de pouvoir regarder l'identité et analyser l'identité des personnes physiques avec lesquelles vous allez vous engager. Autre élément, lorsque une entreprise publie très rapidement, alors qu'elle n'a jamais publié ses résultats, 3 exercices d'un coup. On se dit, tiens, là encore, ça peut être un bilan frauduleux parce que il a fait son bilan sur la base de chiffres pas réels. Et aussi, il y a un autre facteur, là on le voit vraiment dans les données, c'est peut y avoir des incohérences dans les bilans. C'est-à-dire qu'on a une entreprise dont l'activité avec sur le poste vente de marchandises. Or, en fait, quand on analyse, il n'y a pas de stock et il n'y a pas d'achat. Donc déjà, ça aussi, ça interpelle. Donc voilà, en fait, bon, sans vous donner toute la liste, on est capable d'ailleurs de vous fournir une liste un petit peu plus exhaustive, mais on a déjà des éléments, on a analysé ces informations. Alors maintenant, comment Credit Safe? Parce que là, c'était le quoi et le comment. Eh bien, on a tout simplement travaillé autour d'une chaîne de par notre activité, et puis également, on s'adosse avec des partenaires pour justement répondre à cet enjeu de façon globale. Donc, il faut traiter les données financières. Il faut traiter et analyser les données de réputation, regarder les PEP, les sanctions internationales, les médias négatifs. Ça fait partie effectivement des informations que nous collectons. Il faut regarder l'identité, l'analyser, checker l'identité du dirigeant et des personnes de l'entreprise. Il faut checker l'IBAN également aussi, faire le rapprochement entre un IBAN et l'entreprise. Y a-t-il une existence ? Et puis aussi, nous, du coup, on intervient, on a mis en place un programme qu'on a appelé Exception, excusez-moi, entre le français et l'anglais, qui permet justement de combiner un petit peu toutes ces informations et de pouvoir délivrer une probabilité de fraude, un score de fraude. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense, Cécile, aussi de ton côté innovatique, ça agit aussi sur la partie données, d'être sûr que les données sont fiables et ne sont pas manipulées. En fait, on œuvre de deux façons. Déjà, on a regardé, déjà, on s'est dit on va balayer déjà devant notre porte, parce qu'on travaille, on a donc une force de production humaine, ce qui fait un peu notre spécificité. On n'est pas que de la pure machine learning ou RPA. Et du coup, nos chargés de production, pour certains documents, il ne faut pas qu'ils aient vraiment accès au montant. Enfin, voilà, il y a le risque de fuite ou de fraude, elle peut déjà commencer là, une manipulation. Déjà chez nous. Donc du coup, on a breveté un process qui permet en fait de leur donner accès à des montants qui sont décontextualisés et du coup, ils peuvent pas les reconstituer. Voilà, sur certains types de documents. Ça, c'est le premier point. Après, tu le disais, en fait, le plus dur finalement, c'est arriver à se mettre, à savoir ce que le fraudeur cherche à dissimuler. On voit à peu près dans notre activité ce qu'il veut faire, c'est avoir des crédits qu'il ne remboursera pas. Oui, donc, oui, exactement. mais comment il s'y prend Donc du coup, nous, on est vraiment dans la fraude documentaire, parce qu'on est, on extrait on analyse des PDF. Ce qui est super dur à faire et qu'on arrive de plus en plus quand même à faire, c'est d'arriver à automatiser la recherche de signaux faibles et de pointer des irrégularités sans pour autant faire passer trop de faux positifs. Du coup, voilà, cet équilibre entre faux positifs et faux négatifs. Du coup, comment on s'y prend Comment on s'y prend tu citais effectivement des exemples un peu concrets. Tu citais l'absence d'IBAN, des IBAN faux ou des sirènes faux, en l'occurrence quand c'est un pro. On regarde aussi sur le nombre de nos clients de checker, on regarde en fait l'identité de l'expert comptable qui est parfois sur les relevés de banque, bizarrement, ou sur les liasses. Si l'expert comptable déjà ça ne correspond pas à une réalité, c'est qu'il y a un souci. Il y a aussi des trucs hyper basiques comme l'absence de bas de page, de numéro en bas de page ou de rappel de la banque émettrice en bas de page ou sur une page sur 3. Là, du coup, pourquoi En fait, forcément, il y a eu
manipulation. Donc, du coup, après, on rentre un peu dans le truc du calcul en fait de la cohérence des data à l'intérieur. Tu disais effectivement dans les bilans, mais c'est aussi valable sur les relevés de banque, quoi. Qu'est-ce qu'il a cherché à dissimuler? Soit un gros débit, soit il a renforcé un peu trop fort un crédit, quoi. Et après on pousse. Donc c'est vraiment de l'exploration. Hein. Donc c'est une technique exploratoire, puis on pousse de façon un peu automatisée des alertes. Mais après c'est au client, banque ou DAF, ou enfin notre client en fait de décider et d'alimenter les alertes qu'on a pu faire par d'autres preuves, quoi. Oui. Pas seulement celle. Oui. Et je pense que Frédéric aussi, votre entreprise intervient un peu dans ce domaine-là. Quand on a les données, est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Est-ce qu'il y a des signaux qui nous montrent qu'il y a peut-être un problème là? Et avec les technologies derrière pour appui. Oui, tout à fait. Alors, nous, on identifie deux phases, enfin, c'est assez générique, mais d'une part, la phase d'onboarding, c'est-à-dire l'entrée en relation client, et d'autre part, lors de la suivi de la relation client, donc de monitoring. Sur la première phase, qui est la phase d'onboarding, on va avoir ce processus de la part des équipes de conformité qui est la KYC, KYB, donc Know Your Customer, Your Business. L'idée ici, c'est d'identifier dès l'entrée en relation les individus, les entreprises qui ont potentiellement un risque. Donc on l'a évoqué précédemment, avoir une liste de sanctions, de liste de surveillance pour s'assurer que ces entités n'en font pas partie. Identifier les PPE, les personnes politiquement exposées, ou encore la presse négative pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des affaires rendues publiques qui impactent ces entités. Donc là, le besoin est effectivement d'avoir une base de données d'une part disponible et d'autre part d'avoir un algorithme de correspondance qui permette d'identifier rapidement face à cette base de données les individus, les entreprises. Donc cette base de données, elle doit être exhaustive, donc avoir une vue d'ensemble et notamment globale, parce que les individus voyagent, les entreprises font du business à l'étranger, etc. Donc c'est pas uniquement par exemple sur la France, mais sur l'aspect mondial. Avoir une base de données qui est maintenue à jour en permanence, une personne, une entreprise qui aujourd'hui ne représente aucun risque apparent parce qu'elle n'est pas sur des listes de sanctions par exemple, demain peut-être apparaître sur une liste, donc il faut être capable de l'identifier et de prendre les mesures en conséquence. Et aussi la partie presse négative, donc pour ça c'est très difficile puisqu'il y a énormément de sources de données, donc déjà identifier les bonnes sources et surtout une fois qu'on les a, il y a énormément d'articles à passer en revue chaque jour. Donc on a une solution qui a été développée basée sur du Natural Language Processing, donc encore de l'intelligence artificielle, et des modèles de correspondance qui nous permettent d'analyser jusqu'à 8 millions d'articles par jour, de les scanner pour identifier les informations clés, c'est-à-dire les parties prenantes, victimes potentielles, auteurs potentiels, le lieu, la date, etc. Mais plus important, au-delà des simples mots négatifs, comprendre exactement le contexte de l'article, s'assurer par exemple qu'il ne s'agit pas d'une histoire fictive issue d'un roman par exemple, dont l'auteur est en train de parler, ou alors des mots négatifs dans le domaine du sport par exemple. Donc tout ceci est très important dans la phase d'onboarding. Et ensuite, durant la phase de suivi de la relation client, on va devoir bien évidemment continuer à suivre cet aspect KYC, KYB, mais aussi étudier l'activité transactionnelle des clients et des contreparties, s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité suspecte détectée. Et donc là, comme on l'a évoqué précédemment, on a effectivement d'une part des solutions qui peuvent être utilisées via des règles standards avec des seuils statiques, vérifier des moyennes, comparer différentes périodes, donc des choses plus simples à mettre en place et qui sont tout à fait effectives dans la plupart des cas, mais avec l'évolution des moyens de fraude, de blanchiment d'argent, il a fallu aussi s'adapter
Et donc c'est là que l'intelligence artificielle, le machine learning peuvent entrer en scène avec justement la possibilité d'offrir des seuils qui deviennent dynamiques, donc en fonction du temps, en fonction des données qui sont fournies au modèle, donc un recalibrage automatique des modèles et aussi la possibilité d'apprendre des analystes qui vont analyser ces alertes et les classifier en faux positifs, vrais positifs. Donc le modèle un ensemble de scénarios complexes à détecter. On l'avait évoqué précédemment, relatif à la fraude de paiement, on va avoir la prise de contrôle de comptes. Donc pour ça, machine learning va aider à détecter des anomalies dans les comportements. En recoupant les lieux, les dates, l'historique des comportements par individu, par entreprise, par client. Et aussi du Natural Language Processing pour analyser le détail des paiements aussi. Sur la partie fraude avec des paiements autorisés, préautorisés, donc c'est-à-dire où les victimes autorisent le paiement, mais via une manipulation. Là aussi, on peut utiliser du machine learning et surtout identifier via les informations disponibles s'il s'agit de personnes vulnérables, pardon, et aussi qui est via leur historique socio-professionnel, etc., identifier la vulnérabilité, identifier aussi des identités synthétiques ou le cas de mules financières, donc qui sont plus difficiles à identifier. Mais ça sous-entend aussi d'avoir des données de qualité, des données exhaustives pour pas créer de faux positifs, de biais dans les modèles, et aussi d'avoir des méthodes d'action bien définies pour prendre les actions nécessaires le plus rapidement possible. Merci. Et c'est là où on voit vraiment la richesse des informations qui viennent de cet écosystème, que je sais que les solutions comme nous on offre à Provenir ajoutent la valeur d'essayer de prendre les indications de toutes des sources différentes et créer une vue globale pour qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, et Thierry, je pense que chez vous aussi, c'est quand on a ces informations, on a fait une prise-décision. Après, on a les documents qu'il faut garder légalement, qu'il ne faut pas qu'ils soient changés, qu'ils sont sûrs. Et là, chez vous, vous intervenez là-dessus. Alors nous, la démarche est complètement différente. On ne va pas aller sur des démarches statistiques, d'études comportementales, de critères qui peuvent être différents d'un pays à un autre, d'une cible à un autre, etc. etc. Nous, on a cherché d'une certaine manière la simplicité. On rend les documents infalsifiables. Donc quand vous recevez un document, quand vous recevez, alors malheureusement tout le monde n'est pas encore équipé, mais ça viendra. Et donc on a une ambition qui est d'établir un élément de preuve international. Donc plus besoin d'étudier qui a fait quoi, à quel moment, etc. Il suffit d'un simple clic de contrôler le document au travers d'Authentic Blockchain, et en 3 secondes vous savez si elle a été falsifiée ou non. Donc ça, c'est la force de cette technologie. La difficulté, c'est de rendre la technologie transparente. Donc, on pense y être arrivé. Et donc, effectivement, ça permet de se protéger en particulier, comme tu disais, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui luttent contre la fraude. Aujourd'hui, effectivement, tous mes chers confrères ont mis en place des barrières qui sont déjà très élevées. Avec l'intelligence artificielle, on va aller dans une course, il va falloir monter toujours plus. Donc, l'intérêt d'Authentic Blockchain, encore une fois, c'est une référence absolue, infalsifiable, et à partir du moment où on utilise ce service-là, on se met définitivement à l'abri. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place. Hein. On sait bien que la blockchain c'est une révolution à venir, mais je pense que on a une complémentarité à mettre rapidement en place pour faire face aux risques aujourd'hui.
et pouvoir se préparer à faire disparaître le risque demain. On parle à l'échelle globale et pas juste à l'échelle de la France. Hein. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, on est fortement sollicité par des pays d'Afrique, hein, donc du Maghreb et subsaharienne, où la fraude a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Elle est beaucoup plus généralisée. Donc, je pense qu'on apporte une solution qui est la nouvelle génération, qui est l'étape d'après. Voilà. Il y a du travail. Oui. Donc, Diane, de ton côté, je pense aussi, avec CreditSafe, il n'y a pas juste, on peut dire, les validations initiales. Vous pouvez aussi intervenir sur le long terme. Est-ce qu'il y a des problèmes, comme vous avez indiqué un peu plus tôt, qu'une entreprise qui, à la base, semblait bien, après, il y a des takeovers, il y a des problèmes plus tard. Donc, pour avertir sur le long terme. Oui, c'est vrai qu'au travers de la donnée, donc, il y a toujours deux composantes. Il y a la data et la technologie. Enfin, elles sont indissociables hein, aujourd'hui. L'une a besoin de l'autre et l'autre a besoin aussi de l'une. Et donc, on s'inscrit beaucoup dans l'anticipation. Donc, c'est la première phase. Comment anticiper et donc, effectivement, calculer une probabilité de fraude. Et ensuite, on est face à la réalité s'il y a une fraude avérée. Exactement. Et là aussi, on a mis en place chez CreditSafe un programme collaboratif qui permet de partager, nos clients nous partagent différentes informations, parce qu'il y a des informations qui sont collectées par les fournisseurs de données comme CreditSafe, des formations, voilà, des informations externes, mais les entreprises elles-mêmes produisent de la donnée, produisent des informations, et donc on a deux programmes collaboratifs qui se rejoignent. On analyse effectivement les expériences de paiement. Là, encore une fois, ça permet même sur le sujet de la fraude, d'avoir des informations. Et puis, on leur demande clairement aussi de partager s'ils sont face ou s'ils ont subi une fraude. Et nous, derrière, on récupère ces informations, on les analyse. Donc, du coup, on crée une méga base. Exactement. On a toute une base, on va dire, collaborative d'informations qui sont stockées sur un sujet et dont on tire des enseignements, dont on regarde des profils. Et puis, effectivement, donc, faut après extrapoler, mais c'est sur cette base-là que nous, on se positionne, c'est sur le traitement de ces informations. Merci. Donc, pour terminer, on a parlé de partager un petit cas concret. Donc, Thierry, je commence avec toi, parce que je pense que c'est toujours très intéressant de voir les manœuvres qui existent et comment on peut les bloquer avec les technologies qui existent. Oui, tout à fait. Cas concret, on a eu le cas de cabinets d'avocats qui établissaient des créations d'entreprises ou des contrats avec des clients qui se trouvent à l'étranger. Ça marche. Oui. Qui se trouvent à l'étranger et qui n'avaient pas rencontré. C'était typiquement le cas pendant le confinement où il n'y avait plus de comparution sur site, c'était uniquement de la comparution à distance. Et ces personnes devaient transmettre leurs informations personnelles et des informations de société dans des documents qui n'étaient pas rédigés en français. Je parle en particulier d'un cas particulier qui venait des Émirats arabes. Et effectivement, la fraude a été détectée parce que les avocats en question ont proposé de récupérer les documents au travers de Authentic Blockchain et au moment de récupérer les documents, on s'est aussitôt rendu compte qu'il s'agissait de faux. Donc la comparution à distance, le fait de travailler avec des personnes uniquement en visio qu'on ne connaît pas, dont les pièces d'identité sont d'autant plus faciles à falsifier, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Donc je pense que c'est vrai, c'est un challenge de plus parce que les documents français, on a une idée de ce qu'on attend. Quand c'est un document d'ailleurs, on ne sait même pas ce que ça doit être normalement. C'est ça. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, Cécile, est-ce qu'il y a un cas concret que tu aimerais partager avec l'assistance? Oui, j'ai partagé quelques technos qu'on utilise d'exploration. J'irai pas tellement plus loin. C'est surtout effectivement le fait de maquiller
une situation financière qui est compliquée et qui lui permettrait pas à une entreprise ou à un particulier soit d'avoir tel prêt immobilier ou de location ou des primes rénov, etc., quoi. Donc c'est un petit peu dans ces cas de figure-là. Peut-être pour aller un tout petit peu plus, donner un peu plus de champ, j'ai été intéressée par ta notion d'anticiper, puis après du curatif, là, toute notre problématique pour la fraude, mais aussi pour derrière la fraude, ce qui est intéressant parce que tout le monde n'est pas non plus a pas cette notion de fraude tout le temps en tête, peut-être aussi au sein des DAF, mais quand on s'attaque à la fraude, on s'attaque aussi à la sécurisation des données, quoi, et la sécurité des données. Voilà, oui. C'est vraiment un sujet qui doit embarquer aussi l'ensemble des DAF, et du coup, c'est comment passer. Du coup, là, on est vraiment, en tout cas chez Innovatic, sur le curatif, et tous ensemble et en collaboration avec nos clients, d'aller un peu plus vers le prédictif, quoi, et le préventif, puis le prédictif. Donc là, c'est évidemment l'IA et des solutions comme on a tous autour de la table peuvent permettre d'aller un peu plus vers là. Ouais. Et comme tu dis, c'est bien de souligner parce que les cas de fraude, à premier abord, peut être logique, mais les pertes sont plus grandes. Donc c'est vraiment un sujet important. Oui, merci. Donc Frédéric, est-ce que tu veux clôturer pour nous avec des cas concrets que vous avez rencontrés? Alors très rapidement. Donc effectivement, les solutions que l'on a vont permettre justement de détecter des cas de fraude, de blanchiment d'argent, etc. Via une multitude de scénarios, mais l'un des autres objectifs principaux est l'optimisation opérationnelle, s'assurer qu'on puisse faire gagner du temps, être plus efficace à détecter ces cas. Donc par exemple, on a eu un de nos clients basé en Finlande qui est une néobanque. L'un de leurs principaux objectifs est bien évidemment d'offrir la meilleure expérience à leurs clients, la plus simple mais la plus efficace et rapide. Mais aussi être capable en même temps d'identifier lors de la phase d'onboarding dont je parlais tout à l'heure, d'identifier les clients potentiels les plus risqués. Et donc du coup, pour ce faire, il y avait quelques challenges, notamment des systèmes qui n'étaient pas forcément adaptés et aussi des effectifs réduits. Donc du coup, ils ont fait appel à Comply Advantage sur les deux solutions de filtrage des tiers et de filtrage des transactions, avec notamment la détection de la fraude, mais aussi une solution Smart Alert de priorisation des alertes qui leur a permis en fait de réduire bien évidemment le nombre de faux positifs et donc du coup d'avoir sur cette détection des clients les plus risqués un taux de vrais positifs de l'ordre de 40%, ce qui est assez conséquent. Et donc, via la réduction des faux positifs aussi, s'attarder plus sur les cas les plus critiques. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu des éléments qui existent dans l'écosystème contre la fraude et les criminalités. Et j'aimerais remercier Frédéric, Cécile, Thierry et Diane. Merci beaucoup.